alors que les Russes sont vraiment très forts dans la cyber-offensive, ce qu'on appelle, attendait à ce qu'ils fassent beaucoup de tentatives de cyberattaques, mais probablement que les Ukrainiens étaient bien préparés. Des infos qui n'en finiront pas de vous épater, c'est la revue de la presse technologique. Et tout de suite, votre émission spécialisée, la revue de la presse technologique. C'est David Schiffer, spécialiste en cybersécurité, qui s'y colle aujourd'hui, comme chaque semaine. David Schiffer, bonjour. Bonjour Cathy. Alors, des nouvelles, on a beaucoup parlé de la guerre en Ukraine, la guerre technologique. Est-ce que c'est toujours d'actualité ou un peu moins ? Eh bien, écoutez, de moins en moins. En fait, on est presque déçus parce qu'on s'attendait à, vu les temps cybernétiques, à ce que la majorité de la guerre se passe d'abord dans la partie cyber, c'est-à-dire des grosses coupures d'électricité, des réseaux de communication et de télécommunication. C'est-à-dire que la technologie empêche la guerre, en fait, ou disons... Oui, ou qu'elle précède la guerre, voilà. Et qu'on soit sur des casse-têtes technologiques avant toute chose. Et en fait, pas du tout. On voit que l'électricité continue à fonctionner absolument normalement, sauf quand les Russes bombardent les centrales électriques, bien sûr. Que les réseaux de téléphonie, etc., continuent à fonctionner quasi normalement, que toute l'organisation, les hôpitaux, tout le cyber c'était un leurre, fonctionne. En fait. Non, il y a probablement plusieurs raisons à cela. Alors que les Russes sont vraiment très forts dans la cyber-offensive, ce qu'on appelle, puisque voilà, on sait qu'ils sont à la base de beaucoup de ransomware, etc. On s'attendait à ce qu'ils fassent beaucoup de tentatives de cyberattaques, mais probablement que les Ukrainiens étaient bien préparés, puisque depuis 2014, ils subissent beaucoup d'attaques. Donc, ils ont eu pas mal d'aide aussi pour se préparer et protéger leurs infrastructures. Donc, c'est peut-être une des raisons qui ont bloqué ces attaques, ces éventuelles attaques russes. Mais je ne sais même pas si elles ont vraiment eu lieu, ces attaques. Toujours est-il que voilà, on n'en est vraiment pas à ce qu'on attendait comme cyber-guerre, et on est dans une guerre conventionnelle, si on peut dire ça. Du point de vue des Russes, parce qu'on sait qu'il y a eu de nombreuses restrictions à leur encontre, est-ce que eux, ça leur fait quelque chose ? Est-ce qu'ils subissent ces restrictions de plein fouet ou pas du tout ? Oui, tout à fait. Ils subissent doublement. Ils subissent d'abord parce qu'ils ont des restrictions internes, c'est-à-dire que le gouvernement russe bloque beaucoup de contenus, beaucoup de réseaux, beaucoup d'applications. Donc ça, c'est une chose. Et ils subissent des restrictions externes, c'est-à-dire qu'il y a des plateformes qui ont décidé de bloquer tout ce qui se passe en Russie, d'arrêter de fournir leurs services en Russie. Et du coup, on voit énormément de Russes qui se tournent vers les services VPN. Donc les services VPN, c'est des services qui permettent en fait d'acheminer le trafic vers un autre pays et faire en sorte que l'utilisateur soit vu comme utilisant l'application depuis un autre pays. Donc typiquement, un Russe qui voudrait consulter Facebook, qui est bloqué ou qui serait bloqué en Russie, ou Spotify, ou peu importe, eh bien, il monte d'abord un VPN vers la France, par exemple, et à ce moment-là, tout son trafic est vu comme s'il était téléchargé depuis la France, donc il ne subit plus comme s'il de était restrictions. Français, en fait. Ouais, voilà. Exactement, comme s'il était localisé en France. Donc les Russes se ruent sur les VPN. Absolument. Bon, alors ça, c'était la nouvelle du jour. Alors maintenant, il y a une autre nouvelle intéressante pour ceux qui adorent Apple. Il va y avoir du nouveau chez nous et chez eux. Apparemment, il y a beaucoup de nouveaux. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus ? Oui, alors la semaine dernière, on l'avait annoncé. Il y avait la conférence Apple. On s'attendait à aller annoncer de nouveaux matériels. Et donc, effectivement, de nouveaux produits sur le marché. Oui, nouveaux produits. Donc, trois principales annonces. Un iPhone SE avec la 5G. Donc, c'est l'iPhone entrée de gamme. Avec la 5G et un processeur un peu puissant qui est annoncé à un prix quand même de 530 €.
Ça reste abordable pour un iPhone. Enfin, mais, je le dis tout de suite, ce ne sera pas le prix qui sera pratiqué en Israël, ça c'est sûr. Oui, probablement que non, ça ne sera pas le prix en Israël, c'est le prix annoncé en Europe, enfin en France. Idem pour l'iPad Air, un nouvel iPad Air qui sera équipé de la puce M1, donc entièrement conçu et fabriqué par Apple pour Apple, donc optimisé au maximum. Celui-ci est annoncé en France pour le prix de 700 €. Okay. Et puis surtout le fameux Mac Studio, donc principalement destiné aux professionnels. C'est un ordinateur qui servira à tout ce que les professionnels aiment bien faire avec les ordinateurs Mac, c'est-à-dire du design, du montage, de l'architecture, etc. Il est annoncé entrée de gamme, c'est-à-dire sans aucune option, à 2 300 € et le prix peut aller jusqu'à 10 000 € avec tous les accessoires, etc. Notez que si vous achetez ce fameux Mac Studio, vous recevez la fameuse lingette Apple qui permet de nettoyer l'écran et qui était vendue, je ne sais plus quel prix délirant, vous la recevez gratuitement. Bon, alors par contre, on parle d'Apple, c'est bien, mais Apple et Israël, ça nous intéresse. Apparemment, il va y avoir aussi du nouveau. On a du mal à trouver des produits Apple. Là, ça va être terminé parce qu'il y a un grand distributeur qui rentre dans la danse. C'est ça. Donc, jusqu'à aujourd'hui, le seul distributeur officiel des produits Apple, c'était iDigital, les magasins iDigital du groupe Icon. Et Apple a annoncé, enfin c'est KSP, la chaîne de magasins d'informatique KSP qui a annoncé devenir distributeur officiel des produits Apple. Donc forcément, le groupe Icon a subi une perte de 20% en bourse d'un seul. C'est sûr, mais nous on est trop contents parce que franchement, KSP, il y en a à tous les coins de rue et pour tous les aficionados des produits. Il y en a beaucoup plus que les magasins iDigital et ça va vraiment libérer ce marché en Israël. On trouvera tous les produits Apple, tout, iPad, téléphone, ordinateur, tout. Ils seront distributeurs de Apple en Israël. Moi j'aime bien cette nouvelle, franchement. Non mais c'est vrai, David, ça me plaît. Voilà, bon, on va finir avec un truc un peu moins drôle, c'est encore des agressions. Alors c'est le fameux groupe Black Shadow. Le fameux, on en parle tout le temps. On en parle régulièrement parce que c'est un groupe a priori affilié à l'Iran. Si ce n'est pas un groupe iranien tout court, qui régulièrement essaye et de temps en temps réussit à attaquer et endommager des infrastructures informatiques israéliennes. Le dernier gros coup qu'ils avaient fait, c'était l'attaque des serveurs de la société CyberServe et notamment le piratage d'un des sites qui était hébergé, qui s'appelle Atraf, un site LGBT où ils ont dit avoir volé des dizaines de milliers de noms d'utilisateurs. Et là, ils ont annoncé avoir piraté la société de développement logiciel qui s'appelle Rubinstein, qui développe des logiciels un peu partout dans le pays et avoir volé des données. Ils ont publié une partie des données qu'ils auraient volées. On ne connaît pas vraiment l'ampleur, mais toujours est-il que ce groupe s'illustre vraiment dans les attaques contre des sociétés en tout genre en Israël. Qu'est-ce que ça peut faire quand un pirate pareil, quand on sait qu'il a affilié à l'Iran, etc., publie des données privées de cette société, par exemple pour la société Rubinstein? En l'occurrence, s'ils ont volé du code des logiciels que publie Rubinstein, par exemple, ça peut être du code qu'ils ont fait pour des organismes gouvernementaux, pour les ministères, etc. Et à ce moment-là, ça veut dire que ça donne la possibilité à n'importe qui de rentrer et de faire des attaques contre ces ministères-là. Pas tout à fait, mais si effectivement on dévoile le code des applications qui sont utilisées dans ces ministères, on pourrait éventuellement y trouver des failles et les exploiter par la suite, etc. Sans compter les éventuelles vraies données qui se trouvent ou qui se trouveraient chez cet éditeur de logiciels si jamais il a les données sur ses propres serveurs. Donc on peut imaginer un truc tout bête, il a des données, je sais pas, du ministère de l'Éducation, et à ce moment-là, s'il récupère l'ensemble des listes des élèves, des profs, des établissements, ce sont des données
personnels qui sont censés être confidentiels et on n'aimerait pas les voir traîner à travers le monde. Ça, c'est clair. Bon, en tout cas, merci David de nous avoir éclairé encore sur ces sujets abscons, a priori, mais qui avec vous sont toujours plus clairs. Merci. Voilà, merci d'avoir été avec nous. On se retrouve la semaine prochaine. Avec grand plaisir. Ciao. Bonne semaine. Des infos qui n'en finiront pas de vous épater, c'est la revue de la presse technologique.